tous. Donc, ce webinaire du FOD est consacré à la présentation du nouveau livre blanc qui vient de sortir et que nous venons de mettre en téléchargement sur le site du FOD. Il est consacré cette année à la crise forcément et à son impact sur les pratiques du digital learning. Donc, beaucoup d'évolutions par rapport à l'année dernière. C'est pourquoi nous l'avons intitulé « La crise, grand accélérateur du digital learning ». Tout petit point méthodologique sur ce livre blanc. Les résultats que nous vous présentons sont issus d'une enquête qui a été réalisée entre mars et septembre en ligne, à laquelle ont répondu 450 contributeurs, une majorité d'organismes de formation, mais aussi, et ça c'est l'originalité des enquêtes du FOD, aussi des réponses d'autres acteurs de l'écosystème de la formation professionnelle, des OPCO, des entreprises et des financeurs publics. Donc, nous avons enrichi ce livre blanc avec également des entretiens auprès de 11 OPCO et responsables formation des entreprises. Donc, la crise est-elle vraiment un accélérateur du digital learning? A-t-on mesuré un développement des pratiques? Est-ce clairement en relation avec la crise? C'est la question qui sera mise en débat dans ce webinaire avec nos participants, nos invités. Gilles Ben Saïd, directeur de FUN, France Université Numérique. Bonjour Gilles. Bonjour. Et Loïc Tournedouet, directeur communication digitale à l'AFPA. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. FUN et l'AFPA ayant assuré le copilotage de ce travail et du livre blanc. Et nous remercions aussi tous les contributeurs à ce livre blanc qui sont d'ailleurs parmi les participants. Côté recherche, pour le CESI, Bernard Blambin et Christophe Jeunesse pour Paris 10 Nanterre. Et puis les autres contributeurs, Fanny Lacot pour le groupe SOS, Stéphanie Bilon pour l'OPCO Santé, Bruno Corganiani pour l'Opto Uniformation, Cécile Cochard de FUN et Patrice Abolin d'Orange. Donc, pour mettre en perspective notre état des lieux, nous avons invité deux ambassadeurs de Défi Métier, Carrefouref francilien, Bernard Barbier, directeur de Défi Métier. Bernard, bonjour. Bernard. Ah, je me suis mis en sourdine. Bonjour Aurélia, bonjour tout le monde. Bonjour Bernard. Béatrice Bardini, responsable des études. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, ils sont venus en binôme et on les remercie pour nous présenter le versant francilien de l'enquête menée par le réseau des Carrefouref auprès des organismes de formation et CFA pour mesurer la continuité pédagogique au 16 mars 2020. Donc, leur éclairage permettra d'aller plus loin dans l'analyse des pratiques des OF depuis le début de la crise. Et ils nous présenteront également la perception qu'ont eu les apprenants de la crise, la manière dont ils ont vécu cette période. Et ce témoignage est d'autant plus précieux que la formation à distance est rarement abordée sous l'angle des apprenants. Donc, petite précision, les chiffres entre les deux enquêtes ne sont pas du tout comparables puisque les populations des répondants sont extrêmement différentes et les territoires géographiques également. Je vous précise que les études de défi métier du réseau des Carrefouref sont indiquées en lien sur la présentation, à la fin de la présentation, ainsi que le lien pour télécharger le livre blanc. Cette présentation, comme d'ailleurs le webinaire, sera proposée en replay et diffusée sur le site du FOD. Donc, une fois les présentations faites, rentrons peut-être dans le vif de notre sujet. Alors, nous commençons par la crise. La crise, un révélateur de l'utilité du digital learning. Donc voici, je vais commencer par commenter quelques chiffres extraits du livre blanc et puis je donnerai la parole à Défi Métier. La crise, donc, ont répondu 79,4% des organismes de formation ont mis en place du distanciel pendant le confinement pour assurer la continuité pédagogique. Donc, on le voit, la crise a effectivement joué un rôle de révélateur de l'utilité du digital learning pour faire face aux contraintes qui ont été très fortes, qui ont été la fermeture des centres de formation et puis pour inventer cette fameuse continuité pédagogique en basculant sur du 100% distanciel.
Mais on le voit, dans cette bascule, 20,6% des organismes de formation n'ont pas pu adapter leur offre de formation. Les raisons invoquées dans les verbatims sont de plusieurs ordres. Problème d'équipement, problèmes aussi techniques rencontrés, faiblesse des compétences numériques aussi bien en interne que par rapport au public apprenant concerné, méconnaissance aussi des outils de communication ou d'animation et une absence de toute façon de ressources à mettre à disposition à distance. Mais pour les 79,4% des organismes de formation qui ont basculé une offre de continuité pédagogique en ligne, on le voit, ce chiffre agrège en fait des propositions assez variées, puisqu'on a déjà vu dans notre panel, on va dire, de répondants, des acteurs qui avaient déjà une certaine maturité sur le digital et sur les pratiques de multimodalité. Donc, ceux qui avaient déjà expérimenté des dispositifs en distanciel ont renforcé leur offre pour répondre aux demandes de leurs clients en déployant du 100% distanciel. Mais il faut bien le voir, c'était déjà des acteurs assez matures sur la question. Donc, la crise, elle, pour cette base plus avancée, a accéléré une vraie tendance de fond. Ce qui a joué un véritable rôle, et on va en parler très rapidement, c'est le FNE Formation. Le FNE Formation a ouvert à une prise en charge des frais pédagogiques d'une formation dans le cadre de l'activité partielle. Elle a permis des organismes de formation de se mobiliser. Même si toutes les entreprises n'y ont pas fait appel, il y a bien eu quand même un appel d'air qui a soutenu la demande de formation. Et certaines branches, d'ailleurs, ont également déployé des dispositifs financiers incitatifs sur cette question-là. Mais revenons du coup à nos organismes de formation. Sur les 272 prestataires qui ont répondu à l'enquête, quels qu'ils ont fait pendant la crise, ils ont été 75,5 à répondre qu'ils ont développé des modalités pédagogiques distancielles pour mixer les approches. Ils ont eu du coup une approche autour du blended learning et 58,6% ont mis à distance des formations du catalogue réalisées en présentiel, alors que 57,7% ont créé de nouvelles formations ex nihilo. Donc, dans ce qu'on voit dans les verbatims qui nous ont laissés dans cette enquête, les activités quand même ont porté principalement sur la mise en place de sessions de visioconférence avec des outils comme Zoom, ce qu'on fait aujourd'hui, ou du Teams. Ils ont mis en place des classes virtuelles et ont essayé de maintenir le lien avec ses apprenants via un certain nombre d'outils, de téléphones, réseaux sociaux, on y reviendra. Ce qui est pour nous assez loin des canons de la formation à distance, qui, je vous le rappelle, la formation à distance, c'est la construction d'un parcours en auto-formation, mais accompagné avec des activités pédagogiques variées et qui alternent les temps synchrones et asynchrones. Donc oui, pour nous, la crise a été un révélateur de l'utilité du digital learning, même si pour nous, le chemin à parcourir vers une offre de formation en tant que telle multimodale de qualité est encore long, mais il y a eu une véritable prise de conscience et un véritable travail fait pour développer une offre de formation adaptée au contexte. Donc, un dernier mot sur cette partie-là, et donc je passe à la présentation. Alors, une dernière petite chose à vous dire, c'est que dans les préconisations du FOD concernant les organismes de formation, elles pourront, je l'espère, rejoindre celles du plan de relance. Je vous le rappelle, le plan de relance des gouvernements, c'est 300 millions d'euros qui sont réservés à la modernisation de l'appareil de formation. Donc, pour l'instant, les premières annonces ont été plutôt autour de la mise à disposition de ressources et d'outils, de plateformes pour les organismes de formation. Au Forum des acteurs de la formation digitale, nous pensons que les priorités concernant la digitalisation sont davantage celles que vous voyez, qui sont vraiment d'accompagner à la réingénierie de l'offre,
à la formation des formateurs et aussi beaucoup accompagner les organismes de formation qui le souhaitent dans la définition d'un nouveau positionnement pour effectivement s'ouvrir sur un nouveau marché et revoir leur modèle économique. C'était également le sens de la tribune qu'a publié le FOD en novembre et que vous pouvez aussi consulter sur notre site internet. Mais tout de suite, défi métier. Alors, comment vous avez-vous perçu l'impact de la crise sur les organismes de formation franciliens? Et surtout pour vous, est-ce que cette crise a accéléré le développement des formations digitales? Alors, parmi les 2500 organismes de formation qui ont répondu, donc, par ceux franciliens qui ont répondu à l'enquête donc, menée par le réseau des Carreforets, on en a la moitié qui ont réussi à proposer une offre en distanciel. Et on voit que ça a été un vrai révélateur parce que parmi eux, il y en avait 89% qui proposaient moins de 25% de leur formation à distance et il y en avait la moitié qui ne proposaient aucune formation à distance avant la crise sanitaire. Et au moment donc, du confinement, on voit que l'effort d'adaptation a été vraiment très net puisqu'il y en a la moitié qui ont basculé plus de 75% de leur formation à distance et près de 1 sur 3 qui a basculé l'entièreté de leur formation, vraiment la totalité de leur formation à distance. On a, en plus de cette enquête en ligne, on a donc réalisé des entretiens auprès d'une soixantaine d'organismes de formation et également des entretiens auprès de plus de 80 bénéficiaires de la formation. Donc, quand on a interrogé les organismes de formation, ce qu'on a pu également voir, c'est que l'idée que cette modalité de formation allait devenir incontournable et vraiment présente dans de nombreux discours d'organismes de formation. Et on note aussi que parmi les organismes de formation qui avaient déjà commencé à digitaliser une partie de leur offre ou au moins qui avaient commencé à amorcer la réflexion, le confinement a été un véritable révélateur. On vous a mis quelques petits verbatim. On a par exemple un organisme de formation qui nous a dit que ce qu'il avait prévu de faire sur 3 ans, donc il avait anticipé vraiment ça sur un vrai échelonnage, finalement il avait eu 3 jours pour le mettre en place. Donc on parle vraiment d'accélérateur. Et alors pour les organismes de formation qui n'avaient pas encore entamé cette réflexion, et là pour eux ça a été un vrai révélateur et ça a été même en fait un banc d'essai, vraiment une occasion de tester la formation à distance, d'autant plus que y a certains organismes de formation qui ont vraiment identifié cette période, en tout cas pour ceux dont l'activité avait été réduite, vraiment comme une période propice à la réflexion sur leurs pratiques de formation. Donc voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Merci, merci Béatrice. Passons maintenant sur notre deuxième volet qui était un marché en voie de constitution. Et je laisse la parole à Gilles. Très bien. Donc, je vais vous présenter quelques éléments issus de l'exploitation des informations pour la rédaction du livre blanc du FOD. Tout d'abord, sur la constitution d'un marché. Ce marché, il nous semble être en constitution, tout d'abord parce que la prise de conscience de l'opportunité de la digitalisation des formations est aujourd'hui un constat partagé tant par les offreurs de formation que par les acheteurs de formation. Bien évidemment, ça ne signifie pas que l'appariement entre l'offre et la demande de formation à distance soit aujourd'hui parfait et totalement achevé. À titre d'exemple, on a pu constater à travers cette étude que l'offre de formation a été digitalisée globalement, même si ce constat rencontre des exceptions dans l'urgence, et cela avec un succès relativement variable. Dans un certain nombre de cas, on a noté qu'il y avait une transcription de la formation présentielle en formation à distance de manière assez rapide, sans scénarisation spécifique. Toutefois, il nous semble que la situation évolue et qu'à la faveur de cette crise sanitaire et de ce confinement, un marché soit en voie de constitution. Et dans cette rencontre progressive entre les offreurs et les prestataires de formation, un élément réellement important, c'est que les OPCO, les opérateurs de compétences,
se sont réellement saisis de cette mission de facilitation de l'émergence d'une offre de formation à distance et de sa mobilisation par leurs adhérents, par les employeurs adhérents. Et cela tout à fait conformément aux dispositions de la loi pour la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui leur attribue de nouvelles missions dans ce domaine. Alors, quelques éléments chiffrés. Il ressort du questionnaire que 93% des prestataires de formation mobilisent la formation à distance, 89% des employés, c'est le cas également de 89% des employeurs privés. Deux éléments transversaux, au-delà de ces données chiffrées, on constate une diversification des activités d'un certain nombre de prestataires de formation, diversification qui se fait notamment dans le sens de l'appui à la conception de parcours multimodaux et également le conseil en stratégie sur le digital learning, donc des prestations qui pourraient s'assimiler à de l'appui, conseil, de l'ingénierie, etc. Les parcours multimodaux recouvrant bien évidemment la réalité de parcours mobilisant à la fois de la formation à distance, mais aussi potentiellement de la formation en situation de travail, de la formation présentielle. Les offreurs et les acheteurs de formation qui sont les moins familiers avec le digital learning mentionnent un certain nombre de besoins. Par exemple, des besoins relatifs à l'accompagnement financier pour accéder et pour mobiliser le digital learning, une montée en compétences internes sur ce thème, une montée en compétences qui est appelée de leur vœu aussi bien par les acheteurs de formation potentiels que les offreurs de formation, la mise à disposition de points de repère sur les modalités, et notamment modalités pédagogiques, mais il peut aussi s'agir de modalités administratives et techniques du digital learning. On y reviendra sur ce point spécifique à travers l'offre de services des OPCO, qui est décrite dans le slide suivant, et la mise à disposition aussi de points de repère sur les outils techniques du digital learning. Ce sont les 4 besoins exprimés par ceux qui mobilisent peu le digital learning. Alors, sur l'offre de services des opérateurs de compétences sur cette mission qui contribue à cette mission de facilitation qu'ils assument de la formation à distance, on identifie 5 principales briques. Pour rentrer un peu dans la construction de ces constats, on a interrogé les 11 opérateurs de compétences dans le cadre d'entretiens dits semi-directifs approfondis qui duraient en moyenne 11 heures, 1 heure par OPCO, et auprès souvent des directeurs développement ou de l'ingénierie des OPCO. Alors, déjà, les OPCO, ils assument massivement un référencement global de l'offre de formation qui peut être utile à leurs adhérents. Et dans cette offre, ils identifient pour la plupart d'entre eux, je pense que c'est la quasi-totalité de mémoire, une brique, les formations à distance qui peuvent vous être utiles. C'est à la fois un référencement à destination accompagné d'une prise en charge, et ça très majoritairement, sauf contribution conventionnelle ou volontaire décidée, à destination donc des adhérents qui sont des adhérents de moins de 50 salariés. Il peut s'agir aussi d'un référencement pour toutes les entreprises dans le cadre du service apporté par l'OPCO, au-delà de cette cible spécifique des moins de 50 salariés. Et puis, dans quelques cas, certains OPCO, au-delà du référencement d'une offre de formation au sens formation définie juridiquement, ont mené une activité de curation de contenu gratuit mis à disposition de leurs adhérents, qui ne s'assimile pas forcément à de la formation, mais davantage à de la professionnalisation. Dans bon nombre de cas aussi, ce référencement de l'offre de formation à distance, il est mis à disposition sur un site Internet, sur un portail Internet. Bien évidemment, quand un OPCO référence de l'offre de formation, et notamment de l'offre de formation à distance, ou en tous les cas, y compris de l'offre de formation à distance, ça s'accompagne parfois d'une négociation tarifaire avec l'organisme de formation référencé. Un certain nombre d'OPCO a mené aussi une réflexion et a mis à disposition de ses adhérents
une espèce de doctrine sur l'achat éclairé de formation à distance. En gros, les acheteurs de formation se sont adressés à l'OPCO en tant que tiers financeur pour disposer d'éléments un peu de doctrine sur qu'est-ce qu'une formation à distance de qualité. Les éléments qui reviennent de réponse des OPCO, c'est accent mis sur l'accompagnement pédagogique. On est vraiment dans la formation et sur une formation à distance de qualité quand il existe un accompagnement, une assistance pédagogique effective et accent mis également sur la scénarisation de la formation, sachant qu'on ne doit pas être sur de la transposition à l'identique de la formation présentielle. Ces éléments, ils ont parfois été délivrés par les OPCO dans le cadre de guides pratiques mis à disposition de leurs adhérents. Troisième point, les OPCO ont assumé une mission d'éclairage sur des sujets administratifs, financiers, prix de qualité à destination de leurs adhérents, dans le contexte où la digitalisation de l'offre, enfin, le recours à la digitalisation de l'offre de formation à distance s'est fait à marche forcée et où beaucoup de questions se sont posées dans des délais extrêmement brefs. Sur un registre juridique administratif, quels sont les faisceaux d'indices de preuves nécessaires pour justifier de la réalité de l'action de formation. Tout cela dans un contexte où le nouveau modèle de certificat de réalisation avait été mis à disposition juste avant le confinement. Sur des éléments financiers, est-ce qu'on switch, est-ce qu'on évolue vers un modèle de forfait parcours? C'est une question qui est dans les modalités de prise en charge de la formation à distance. Et c'est une question qui s'est posée pour la plupart des OPCO, avec une nécessité d'affranchissement du modèle de leurs stagiaires et puis de définition au cours de l'action de formation de jalons qui vont permettre d'être l'unité d'œuvre de facturation. Il y a eu énormément de questions aussi sur les prix raisonnables de la formation à distance, avec une espèce de tension par rapport à la volonté initiale de la loi liberté de choisir son avenir professionnel, qui était quand même, via la formation à distance, on va réaliser des économies d'échelle, etc. Mais une tension avec l'idée que pour que de la formation à distance soit de qualité, il faut individualiser et qu'à un moment, on ne peut pas passer en dessous de certains coûts incontournables. Les OPCO mentionnent souvent qu'ils ont été mobilisés par la DGEFP, y compris sur cette question de quel est le coût acceptable, raisonnable et pas trop haut, pas trop bas de la formation à distance dans l'élaboration, dans la réflexion sur le FNE formation. Et puis un soutien à l'appareil de formation également, qui a été mis en place avec beaucoup plus d'attention, enfin de force, par ACTO, qui est l'OPCO de la branche des organismes de formation. Donc, ils ont une cible, leurs adhérents sont des organismes de formation, mais d'autres OPCO s'y sont mis aussi avec différentes préoccupations. Ça pouvait être de faire monter en puissance l'appareil de formation mobilisé par leurs adhérents. Certains OPCO ont des adhérents aussi qui ont une activité annexe d'organismes de formation. Il peut s'agir de sociétés de services informatiques, pour d'autres OPCO, d'établissements du secteur sanitaire qui ont une activité ou médico-sociale, qui ont une activité de formation. Enfin, beaucoup d'OPCO, deux OPCO aujourd'hui ont mis en place une plateforme de diffusion de formation à distance qui diffuse des formations à distance mobilisables par leurs entreprises adhérentes. On parle de plateforme LMS. Et bon nombre d'OPCO qui n'ont pas mis en place ces plateformes LMS se posent aujourd'hui la question et envisagent de le faire. Donc, on peut se dire que c'est presque l'étape suivante après le référencement de l'offre de formation, c'est-à-dire qu'on la référence et on la diffuse sur une plateforme dédiée, dite en marque blanche, c'est-à-dire avec le logo de l'OPCO. Donc ça, c'est vraiment un point aujourd'hui d'évolution importante de la réflexion des OPCO sur la formation à distance. Certains OPCO envisagent même, sur la plateforme LMS mis à disposition de leurs adhérents, des accès différenciés en fonction de la taille de l'adhérent et donc du niveau de prise en charge de la branche dont relève l'adhérent. Voilà, peut-être juste un dernier point très rapide sur les préconisations. Donc, il y a quand même un besoin très rapidement d'accompagnement technique, financier, etc., sur la formation à distance, accompagnement qui peut être assumé tant par les OPCO que par les CARIFOREF.
de la formalisation d'une doctrine commune à tous les acteurs sur l'achat de formation à distance et une montée en puissance de la réflexion sur le forfait parcours. Voilà. Merci, merci Gilles. Alors simplement peut-être un peu attention au temps de parole pour qu'on puisse vraiment pouvoir aller jusqu'au bout de ce webinaire, car nous en avons 4 parties. Donc nous laissons la parole à Défi Métier pour sur ce volet-là du marché en voie de constitution par rapport à votre étude. Tout à fait. Le marché en voie de constitution se faisait d'une façon assez, on va dire, tranquille avant cette crise, en ce sens que ça dépendait des possibilités, bien entendu, de l'organisme de formation, possibilités d'investissement, parce que ça a un coût, mais aussi de l'acceptation des personnes qui venaient en formation, ou de l'utilisation et l'utilité qu'on pouvait y voir dans le contenu et les objectifs de formation. Alors, des choses ont favorisé la constitution de ce marché. D'abord, le développement du numérique, des différents outils qui devenaient moins coûteux et qui ont permis de rendre possible justement cette distanciation de la formation. La reconnaissance dans la loi du 5 septembre 2018 qui a permis de reconnaître franchement pour la première fois cette modalité pédagogique, donc qui était un accélérateur, comme on l'a vu avant, mais aussi la digitalisation de la formation qui a permis de se positionner pour les ORF et de correspondre à une certaine demande de particuliers sans intermédiaire. Ça fait partie d'un aussi fondement de la loi. Et puis l'environnement relationnel qui a été plutôt favorable. Et donc, voilà, ça pousse plutôt la Constitution. Et puis, des freins sont apparus, par exemple, de certains financeurs de la formation qui ont été un peu moins enclins. On a pu voir, par exemple, des entreprises privées dans ce contexte-là, qui n'étaient pas forcément, qui n'ont pas été forcément réactives à la mise en place de formation à distance pour des raisons qui pouvaient être justifiées tout à fait. Il faut savoir que dans cet environnement-là a été quand même, qui a été en marche forcée, tout le monde était un peu, et encore d'ailleurs, dans la période, en mode survie, ce qui a une incidence quand même pour faire des choix. On peut dire qu'il y a des réflexions en cours et que c'est raisonné. Oui, enfin bon, en mode survie, la réflexion est quelquefois limitée, mais peut-être qu'elle en vient à l'essentiel. C'est le mot de l'époque. Il y a donc à ces freins, donc certains financeurs qui ont été peut-être réticents, autant privé que public, mais aussi des modalités de prise en charge qui ont un peu tardé. On a vu dans cette étude et dans les retours qu'on a fait des preuves à fournir, et donc faire la preuve semblait compliqué à faire pour pouvoir faire. Ce qui fait qu'on a pu voir, par exemple, que 24% des organismes de formation ont suspendu leur activité en évoquant des difficultés liées aux clients avec des annulations de commandes alors qu'ils avaient mis en place une proposition alternative. Mais aussi 29% dit qu'ils ont maintenu leur activité de formation, mais avaient des difficultés, notamment pour avoir le paiement des formations. Et donc, c'est bien entendu ça aussi une forte résistance au développement du marché. En gros. Merci, merci Bernard. Concernant les perceptions du digital learning, alors on l'a vu nous dans le livre blanc, je vais laisser la parole à Loïc et Gilles. C'est vu comme une opportunité, mais également comme un risque, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Loïc et Gilles. Je commence sur la première slide assez brièvement. Comme le disait Aurélia, globalement, dans l'enquête du livre blanc, les organismes de formation considèrent que pour la plupart, c'est une opportunité à 58,7% et pour 39,7%, c'est à la fois une opportunité et un risque. Alors, si on essaye de résumer très rapidement les éléments qui font que c'est une opportunité, c'est la facilité d'accès pour les utilisateurs, c'est-à-dire
se connecter, quel que soit le point d'accès, tant qu'on a une bonne connexion, et sur des moments de la journée extrêmement variés. Il y a un élément qui revient dans les opportunités, c'est la qualité des pédagogiques, des contenus, la satisfaction des apprenants. Ça laisserait penser que dans un certain nombre de cas, il y a eu un effort qui a été fait, bien que cette mobilisation ait eu lieu à marche forcée, sur la scénarisation, sur la granularité en compétences, etc. Sinon, l'optimisation de la gestion du temps qui est mentionnée, et je pense que on pense que c'est sans doute pas innocent dans une période où certains salariés étaient en activité partielle, et puis au regard du confinement, l'emploi du temps de la journée était complètement modifié. Les éléments, peut-être un peu de risque, c'est lié à une version dégradée de la FOD dans l'urgence, comme on l'a déjà signalé, puis une remise en cause de l'écosystème, des modèles éco des acteurs de la formation. Voilà. On passe à la slide suivante. Merci. Donc, tout le monde est convaincu, comme l'année dernière, que effectivement, digital learning, c'est bien et c'est super, mais en fait, c'est pas non plus le nirvana. Il y a une conviction partagée par l'ensemble des répondants à 82% pour dire que finalement, le digital learning est parfaitement complémentaire avec le présentiel. Il ne remplacera jamais totalement le présentiel. Par exemple, effectivement, beaucoup sont circonspects sur le 100% à distance, en fait. Donc, si on prend juste un ou deux verbatim, un exemple très simple et évident, mais effectivement, on ne peut pas apprendre à lire, à compter, à lire, à écrire à distance entièrement, en fait. On peut faire du multimodal, mais le distanciel n'est pas la solution, quel que soit le sujet à tout prix, quoi. Autre chose qui avait été déjà constatée l'année dernière, mais qui s'est peut-être renforcée encore avec la crise, penser que le digital learning serait réservé uniquement aux salariés matures. Donc, on avait déjà constaté l'année dernière, par l'intermédiaire de l'enquête, que c'est complètement erroné, puisque, par exemple, l'année dernière, on avait déjà vu que beaucoup utilisaient le digital learning pour des formations, par exemple, infra-bac. Le basculement complet en fait de tous les apprenants du fait de la crise en fait a confirmé encore cela. Donc si on donne 3 chiffres par exemple, 78% pensent que ça s'applique à tous les métiers, 74% que le digital learning s'applique à tous les niveaux de formation et 43% l'utilisent aussi pour des formations infra-bac. Néanmoins, si on veut nuancer cela, on pourrait dire qu'il y a 2 facteurs clés de succès importants ou 2 choses un peu incontournables, et on y reviendra un petit peu après. La première, c'est l'importance de l'accompagnement des apprenants. En fait, accompagner à distance, c'est très important, mais ça suppose des outils, des pratiques pédagogiques, peut-être des fois un peu nouvelles. Et puis aussi, donc, du coup, la formation des formateurs qui est vraiment incontournable et indispensable. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, les préconisations du FOD, 4 préconisations. La première, effectivement, c'est de co-construire les dispositifs de formation multimodaux avec l'ensemble des parties prenantes, en fait, que ce soit les OPCO, les OF, les collaborateurs, la direction. La seconde, effectivement, c'est pour pouvoir s'améliorer dans le temps, c'est de mettre en place des indicateurs qui permettent de voir la progression. Éventuellement aussi le retour sur investissement, même si l'objectif ultime du digital learning, ce n'est pas forcément de faire toujours plus avec toujours moins d'argent. Ce serait plutôt de mieux former, mieux personnaliser, mieux individualiser. Troisième préconisation, là aussi ça peut sembler une évidence, mais bien entendu, aligner la stratégie de formation avec la stratégie de l'entreprise. Et quatrième préconisation, bien prendre en compte effectivement la qualité du processus distanciel. Donc effectivement, l'importance de la conception, de l'ingénierie pédagogique, en fait, on en a déjà un petit peu parlé, mais on y reviendra aussi après. Voilà pour cette planche. Donc si on veut voir l'avis de Défi Métier sur la question. Oui, donc
on va retrouver beaucoup de constats assez proches, puisque évidemment, ce qu'on va retrouver de la part donc, des organismes de formation, c'est toutes les questions qui tournent effectivement autour de l'outillage. Donc, il y a évidemment la question de l'équipement informatique, mais pas uniquement, c'est vraiment la recherche d'outils technologiques, et en particulier chez les organismes de formation qui n'étaient pas préparés à la formation à distance, puisqu'ils n'avaient pas pu anticiper ces questions-là. Et ils déclarent qu'ils ont eu des difficultés à se repérer dans les différents outils disponibles, et notamment en ce qui concerne les plateformes intégrées. Et puis, ils se sont aussi rendus compte que c'était une étape qui demandait un investissement aussi bien en temps qu'en argent, et certains petits organismes de formation qui ont des moyens humains et financiers peu restreints ont trouvé que cet investissement était lourd à porter. On a pu quand même constater dans les retours que des organismes de formation ont engagé des réflexions sur les outils avec leurs partenaires, donc ça c'est quand même assez intéressant, et pour certains, ils ont même pu bénéficier de l'appui d'autres partenaires et d'utiliser les outils, de pouvoir partager des outils. Ce qu'on relève également un peu dans ce qui peut être un peu les risques, c'est l'idée de rupture dans la transmission des savoirs, cette crainte. Et donc, si assurer la continuité pédagogique pour de nombreux organismes de formation qui ont simplement réalisé dans l'urgence une transposition de leurs cours vers des supports numériques, ça on a pu effectivement le constater. L'idée quand même, elle est présente chez certains d'entre eux, que la formation à distance, elle n'introduit pas seulement un changement des modes de transmission, mais c'est également c'est la demande également de la part des formateurs une adaptation du format de la formation, mais aussi de leur propre posture de formateur. Et donc, on revient à cette idée que pour réussir la digitalisation des formations, il est essentiel de former les formateurs. Donc, ça rejoint tout à fait les préconisations du FOD sur ces questions-là. Ils sont convaincus de l'intérêt de former à distance, mais comme ça a été déjà dit, ils sont aussi convaincus que ça peut complètement se substituer au présentiel. Et pour la question des gestes pratiques, évidemment, mais également pour pouvoir offrir un environnement propice au travail et éviter des ruptures dans les formations, notamment pour des publics plutôt fragiles. Donc, ce qui a été intéressant, ça a été de pouvoir confronter ce regard-là du côté des stagiaires. Déjà, le constat, c'était que 88% d'entre eux, de ceux que nous avons interrogés, alors pour préciser, c'était des stagiaires qui avaient eu des financements par la région. Donc, on est sur un profil exclusivement de demandeurs d'emploi. Donc, 88% d'entre eux n'avaient jamais connu d'expérience de formation à distance. Ce qui ressort de très positif, c'est évidemment, comme ça a été dit, mais ça ressort aussi du côté des stagiaires, de pouvoir organiser des journées un peu plus librement. C'est vraiment un gain de temps, évidemment, et puis d'argent aussi dans certains cas, en limitant les frais de transport ou de restauration. Et puis, notamment pour le cas des franciliens, ce qui ressort, c'est de ne plus avoir à utiliser les transports en commun, et ça, c'est vraiment vu comme un effet très positif. Par contre, on a été quand même étonné de trouver assez quand même de scepticisme de la part de ces stagiaires, donc en précisant que ce sont des stagiaires avec un profil quand même assez particulier pour certains d'entre eux qui sont en rupture profonde avec le milieu professionnel. Mais en tout cas, eux-mêmes ont émis la nécessité de se rendre dans un centre de formation pour éviter l'isolement. Ils ont signalé le fait qu'ils appréciaient de pouvoir échanger avec les autres stagiaires de façon un peu plus informelle. Et puis la difficulté qu'ils pouvaient parfois rencontrer pour échanger ou intervenir avec les formateurs et la classe pendant les formations. Il y en a même certains qui ont déclaré avoir des difficultés à gérer leur temps, mais il faut aussi se remettre dans les conditions. Donc on est dans une condition de premier confinement avec pour certains qui ont leurs enfants aussi toute la journée auprès d'eux, à gérer avec la classe, etc., aussi le temps de travail de leurs enfants. Donc pour certains, ça a posé vraiment des difficultés. Et puis la prise en main aussi de certains outils a posé des difficultés. On a des témoignages de stagiaires qui, par exemple, nous expliquent qu'ils ne savaient même pas se connecter à Internet. Donc, on est sur des publics qui peuvent avoir une vraie fracture numérique.
Et donc, voilà. Et là, on n'est pas sur les difficultés liées aux outils aux connexions Internet. On est vraiment sur des difficultés plus sociales. Oui, d'ailleurs, ça avait été mentionné dans le chat, dans le fil de discussion, en disant à la grande question, effectivement, est-ce que ça s'adresse à tous les publics? Oui, le digital learning, d'après notre enquête, s'adresse bien à tous les publics. Encore faut-il qu'on ait regardé les prérequis nécessaires pour amener tous les publics et que la question de la fracture numérique, la faiblesse d'équipement, les problèmes de réseau sont effectivement, un véritable obstacle à la mise en place de ce type de dispositif. Et donc, ils doivent être prévus vraiment beaucoup en amont. Sur le baromètre des modalités pédagogiques et des technologies, Loïc. Eh bien, pour faire une belle transition, je dirais qu'en fait, fracture numérique, comme l'année dernière, nous avions regardé les modalités pédagogiques utilisées et les technologies et outils employés. Effectivement, avec un basculement complet de tous les apprenants en fait à distance, ce qui est vraiment ressorti là cette année, peut-être est-ce du fait du coup de la difficulté d'accès de certains à ces modalités pour des raisons technologiques ou des questions de compétences. En fait, il y a une explosion en fait des outils simples et synchrones du fait d'un besoin de garder vraiment le contact avec les apprenants qui sont partis à distance pendant un certain temps. Donc la classe virtuelle, les mails, le téléphone, le forum, le chat, tout ça, ça a vraiment fortement augmenté. Même si on constate toujours une présence d'autres types de modalités ou technologies d'animation, en fait, comme les capsules vidéo, la réalité virtuelle, les MOOC, les SPOC, le mobile learning. Une apparition un peu surprenante là, cette année, c'est l'adaptative learning. L'adaptive learning, qui n'avait pas du tout été mentionné l'année précédente. En fait, ça peut laisser à penser que malgré qu'il y ait beaucoup d'effets d'annonce, en fait, certains prestataires ou certains organismes de formation commencent à intégrer l'intelligence artificielle dans certains de leurs produits. Ça, c'est pour tout ce qui va concerner finalement la formation et garder le lien avec la formation. Je parlais tout à l'heure d'accompagner les apprenants, les outils de e-tutorat. Donc, en fait, 8 technologies, parmi les 8 technologies utilisées pour accompagner, là, on a sous les yeux celles là aussi qui sont les plus présentes, avec effectivement la classe virtuelle qui est passée de 16 à 78%. C'est vraiment énorme, mais ce n'est pas surprenant quand on connaît le contexte. Pareil, une très forte augmentation pour l'usage du mail, du téléphone, du forum, du chat, mais aussi dans les enquêtes et dans les entretiens, on nous a parlé d'autres types de modalités du style WhatsApp, Skype ou autre en fait. Parce que je lisais une question dans le forum qui disait oui, mais certains de nos apprenants sont à des niveaux où ils utilisent juste Facebook et Instagram. Effectivement, il y a certains formateurs qui ont au début recréé le contact simplement avec des outils assez simples sur leur téléphone. Voilà pour les modalités pédagogiques et technologiques. Pour la suite, sur la question de l'origine des ressources, en fait, là, on a pu faire un comparatif assez précis entre l'année dernière et cette année. Et ce qu'il est apparu, c'est qu'en fait, il y a des choses qui augmentent et des choses qui stagnent, voire qui baissent, en fait. Donc, le développement de ressources en interne continue de progresser fortement parce que maintenant on approche, on est passé de 80 voire presque 90% des répondants qui disent développer des ressources en interne. De même, le gratuit ne cesse de progresser. On est passé de 37 à 39%. Et là, c'est tout répondant confondu, à la fois les organismes de formation, les entreprises. Et dans le même temps, l'achat de ressources externes, qu'elles soient sur étagère, standardisées ou sur mesure, est en légère baisse. Donc, on peut peut-être subodorer que c'est du fait de la crise, d'un besoin d'économie. Mais on peut peut-être aussi imaginer finalement que c'est quelque part une marque de maturité. Plus le temps passe et plus ça devient dans les mœurs et dans les pratiques et plus effectivement on a une aptitude aux ressources internes à développer aux personnels internes à développer leurs propres ressources. Donc face à ces différents constats, le FOD fait 4 préconisations.
Donc, la première est simple, en fait. Effectivement, on a beau avoir les plus belles ressources ou les plus beaux outils du monde, en fait, l'important avant tout et surtout de maintenir l'engagement de l'apprenant, ça se fait souvent et principalement en variant les activités pédagogiques pour éviter qu'il y ait un effet de lassitude. Deuxièmement, effectivement, on a parlé pas mal d'accompagnement. Eh bien, accompagner, je le disais un peu tout à l'heure, des apprenants à distance, ça ne se fait pas de la même façon qu'en face à face dans une salle. Donc, il faut créer des structures d'appui aux formateurs pour leur faire, les aider à mettre en place ces nouvelles pratiques pédagogiques. Troisièmement, il faut favoriser la création de communautés d'apprenants, puisqu'en fait, on recrée finalement un collectif à distance quelque part quand on fait du digital learning. C'est un peu la classe un peu étendue. Eh bien, mais en fait, quelque part, l'entraide entre les apprenants est toujours aussi importante. Et donc, c'est aussi une vraie source d'intelligence pour produire des ressources en commun. Et dernier conseil, préconisation, eh bien, là aussi, on parlait tout à l'heure de stratégie d'entreprise. C'est un peu la même logique. En fait, l'idée, c'est concevoir des contenus qui sont vraiment en lien avec les enjeux principaux de l'entreprise. Donc, que ce soit orienter, recruter, former, reconvertir. Voilà, il faut aligner les dispositifs sur ces enjeux stratégiques. C'est à vous, défi métier. Oui, alors là aussi, la période est révélateur de réalité sociale, générationnelle et personnelle, et surtout des difficultés. La priorité a été le maintien de l'activité à distance, et on pourrait dire en résumé que chacun a fait comme il a pu. Et il a utilisé ce qu'il connaissait le mieux. Donc le mode de contact qui a été observé, notamment entre les apprenants et les établissements, on a essayé de maintenir un peu l'activité de formation plutôt avec un contact le plus régulier possible. Et donc ça s'est traduit par des modes d'utilisation. En premier, on utilise on envoie un email, donc on utilise Outlook, Gmail, etc. à 83%. Vous voyez, donc là, ça se faisait déjà finalement quand on était en présentiel en utilisant ce mode-là. Ça a été, puisqu'il y a eu de la pub pour, donc on a utilisé des Google Hangouts, on a utilisé du Zoom, du Skype pour essayer de faire à distance un peu en transférant la plupart du temps d'ailleurs directement des contenus avec ces modes-là. Et puis, on a pu voir, vous voyez, à 65% de l'appel téléphonique régulier. La priorité, c'était de maintenir le lien, la relation. On l'a vu, nous, par exemple, des jeunes très en difficulté, dans des quartiers, des QPV, par exemple. Et les référents de parcours nous disaient la priorité, c'est l'appel. Voilà. Donc, dans les organismes de formation, ça a été la même chose. Il faut qu'on maintienne cette relation. On a peur qu'il soit laissé un peu dans la nature, comme nous disaient certains. Donc, on utilise ça. Puis après est venue la messagerie instantanée. On a pu voir des utilisations d'outils pas faits pour au départ. Hein. C'était pas pensé comme ça, comme Discord, qui était beaucoup plus utilisé pour des jeux, par exemple. Ou alors WhatsApp. On a vu certains profs, par exemple, aussi, qui utilisaient WhatsApp d'une façon tout à fait content d'eux, en quelque sorte. Et puis, les jeunes se sont dit WhatsApp, pourquoi Discord, on utilise pour ça. Donc voilà, on a été un peu on a fait comme on a pu. Et puis les réseaux sociaux, bien entendu, on disait juste avant, Facebook par exemple ou Twitter, qui étaient utilisés pour de la formation. Donc on fait comme on peut. Hein, ça a été assez flagrant. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est le mode survie, le mode marche forcée qui a été la règle en quelque sorte, et donc le déclencheur. Ce qui a été aussi privilégié, c'est le smartphone, qui a été l'unique support de communication et de travail pour une part importante des stagiaires. On a nous-mêmes fait des études
en utilisant le smartphone et le SMS. Et finalement, c'est ce qui marchait le mieux dans cette période. Voilà. Et donc pour la formation aussi. Et ce qui a été révélé, c'est beaucoup de problèmes de compatibilité, hein, non pas comptabilité, c'est pas la même chose, mais de compatibilité avec des logiciels et des plateformes. C'était flagrant. Donc ça a été un révélateur aussi des grandes difficultés de certaines réalités. Hein, des verbatim par exemple comme Kader qui nous dit que le formateur donnait des cours aux autres en visioconférence, mais pas à moi, parce que j'avais pas de PC. Alors moi tous les jours, il y avait 3-4 feuilles d'exercice qui arrivaient. On a eu des cas de profs qui nous disaient, ben moi j'allais dans les boîtes aux lettres porter, c'est une façon de faire de la distance, porter des exercices dans les boîtes aux lettres et puis après j'allais les récupérer. Voilà, c'était une autre façon encore de faire. Très révélateur. Oui, et c'est vrai que nous, on a eu effectivement des témoignages de formateurs qui disaient ben, ce qu'on a pu faire, nous, c'est qu'au final, on a envoyé les cours par correspondance. Hein. Donc, pour que voilà, nos apprenants, au moins, reçoivent un support, parce que, étant donné la faiblesse de leur équipement et des difficultés de connexion, ils ne pouvaient pas du tout suivre un enseignement en ligne. Mais peut-être, effectivement, je voudrais reprendre un peu quelques constats vus au fil de la discussion du chat, hein, en disant que on le voit bien. Hein, alors, il y a un petit débat autour des nouvelles pratiques de comodalité ou de bimodalité. Donc, c'est un terme qui est effectivement, ce sont des pratiques qui sont apparues et qui permettent effectivement de ménager de la formation en présentiel, mais aussi avec des participants à distance, hein, pour permettre effectivement à ceux qui ne peuvent pas se déplacer, être dans un état de confinement, participer à distance, et puis à d'autres de pouvoir se réunir en présentiel. Donc il y a eu un débat sur la terminologie entre bimodal ou alors comodal. Quelques pistes qui ont été abordées en disant oui, ça coûte cher, voilà, de faire financer un processus de digitalisation, mais il y a une piste, c'est la mutualisation avec pourquoi pas un achat mutualisé de licences typiquement. On sait que certains adhérents du FOD le font déjà. Et puis des constats sur le temps. Alors là, j'aurais bien aimé peut-être avoir une réaction de votre part sur le temps formateur, qui a été un temps qui a été complètement démesuré, puisque on ne prend rarement en compte ce temps formateur décuplé dans le cadre de la formation à distance, temps de préparation, mais temps d'animation et temps d'accompagnement. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit retour? Je ne sais pas, Bernard? Non, ce qu'on peut dire et ce qui a été constaté, c'est effectivement ce temps, ce réinvestissement. On a pu voir des formateurs et des profs, hein, puisqu'on a fait ça aussi pour des profs, qui ont été quasi surpris de ce qui était en train de se passer, et ils se sont aperçus, alors des fois consciemment, des fois inconsciemment, qu'ils n'étaient pas prêts, quoi. Et donc il fallait tout recréer, qu'il ne s'agissait pas seulement de transférer. Alors certains ont simplement, on va dire, transféré ce qu'ils faisaient en présentiel en numérisant plus ou moins, puis on le balance à distance. Et puis d'autres ont commencé à réinvestir, et ils se sont aperçus effectivement que c'était une vraie pensée différente de l'ingénierie pédagogique qu'il fallait faire, et donc un investissement énorme en termes de temps à réinvestir pour pouvoir le construire. Voilà. Donc ça a été assez flagrant dans cette période. Peut-être un concentré de ce qu'on peut faire dans la durée, mais que là, il a fallu faire d'un seul coup, en quelque sorte. Tout à fait. Loïc, justement, ce qui revenait aussi dans le fil de discussion sur la sous-évaluation du temps homme de réingénierie de la formation, alors qu'on a tendance effectivement à se focaliser beaucoup plus sur l'outillage.
Bah oui, c'est vrai, l'outillage ne fait pas tout. En fait, certes, il y a d'un côté la plateforme, de l'autre, les ressources qu'on va y mettre dessus. Mais en fait, l'importance dans la réingénierie, c'est vraiment repenser la façon dont on assemble ces ressources, les moments qu'on veut faire, pendant lesquels on veut faire du regroupement collectif à distance, des regroupements en sous-groupes ou du suivi individuel. Ce qui ressort souvent dans les entretiens ou dans les questionnaires, c'est effectivement le besoin indispensable d'avoir un contact hebdomadaire au moins en 1 à 1 entre le formateur et l'apprenant. Voilà ce qu'on peut dire, enfin, ce que j'ai envie de dire. Je vous remercie. Peut-être avant de nous quitter, à chacun, je vais dire, alors déjà, vous retrouverez les liens là pour télécharger aussi bien le livre blanc du FOD que l'enquête du réseau des Cariforef et de son volet francilien. Donc, n'hésitez pas à en prendre connaissance. Peut-être un dernier mot, puisqu'on avait intitulé ce webinaire La crise, grand accélérateur du digital learning, mais on avait mis un point d'interrogation. Est-ce que chacun, vous pouvez nous donner un petit mot de conclusion par rapport à nos échanges et par rapport aux enseignements des études? Je commencerai par Béatrice. Oui, donc clairement, la réponse est oui, hein. Ça a été effectivement un accélérateur, parce que comme je le disais tout à l'heure, même ceux qui avaient commencé la réflexion avaient prévu un temps d'organisation beaucoup plus long. Donc, effectivement, ça a été un accélérateur et puis ça a obligé d'autres qui n'avaient pas l'intention de s'y mettre à tester dans des conditions particulières, et ils en ont conscience. Mais en tout cas, ça les a obligés à passer le pas, alors qu'ils avaient en plus tous conscience, plus ou moins, que de toute façon, il allait falloir y aller plus ou moins dans un temps rapide, mais qu'en tout cas, c'était des choses qui étaient attendues à la fois par les financeurs, par les stagiaires potentiels, etc. Donc, de toute façon, il allait falloir y aller, mais ça a effectivement accéléré les choses. Bernard, si tu veux dire Oui. un mot de conclusion, et puis Oui. après, je passerai la parole à Gilles et à Loïc. Tout à fait. On était assez réticents à l'utilisation du terme d'accélérateur, nous, parce que ce qui est plutôt ressorti, c'est que ça a été un grand révélateur de tous les manques. À la fois le manque de préparation pour beaucoup, le révélateur aussi que quand il n'y a pas ce lien, quand il n'y a pas cette rencontre physique, on a l'impression aussi qu'il manque quelque chose. Donc, que ça a été un révélateur de tout ne pourra pas être digital, parce que ça révèle que de pouvoir se toucher, c'est bien, quoi. Et pour nous, ça a été fort, parce que ce révélateur, c'était aussi un révélateur des difficultés que chacun avait, et révélateur aussi des situations dans lesquelles nous étions. C'est-à-dire, nous, en tant que formateurs, et moi, en tant que formateur, vous pouvez penser qu'on était à l'aise, en tout cas, en quelque sorte, avec l'outillage, mais aussi prêt en termes d'ingénierie, en termes de façon de construire. Et en fait, ça a été révélateur que l'important, c'est finalement l'objectif que l'on a, et surtout que la personne se formait elle-même, et que nous n'étions pas formateurs finalement, et qu'il fallait accompagner l'apprentissage qui était et la transformation de la personne en face, et qu'il fallait donc penser le digital et le présentiel comme étant des façons d'accompagner quelqu'un qui était en train de se transformer et d'évoluer, et que ça, c'était pas aussi simple que ça. Et donc, ça a été un révélateur génial des manques que nous pouvions avoir. Je dirais même un précipité sur le terme chimique du terme. Voilà. Exactement. Gilles? Oui, en tous les cas, ça a favorisé vraiment une prise de conscience de l'ensemble des acteurs, que ce soit les prestataires, les financeurs, les tiers financeurs, etc. Après, l'étape qui suit après le révélateur accélérateur, c'est sans doute l'approfondissement concernant aussi bien les modalités pédagogiques, les contenus, les outils technologiques, et puis le financement et les éléments de preuve. Donc, il y a une autre étape qui s'ouvre aujourd'hui pour la mise en œuvre opérationnelle, c'est une logique d'approfondissement. Loïc? Oui, je suis tout à fait d'accord. Révélateur, prise de conscience. Aujourd'hui, moi, je dirais que finalement, il n'y a plus de débat. En fait, aujourd'hui, tout le monde est convaincu
de l'intérêt de la distance, mais aussi parfois de ses difficultés ou des risques, même si ça a beaucoup d'avantages. Mais peut-être le plus intéressant aujourd'hui, après avoir vécu finalement des phases de confinement, déconfinement avec d'autres modalités sanitaires en présentiel et reconfinement à nouveau, je dirais en fait que l'important c'est aussi que ça pousse en fait les formateurs en fait à revoir même leurs pratiques aussi en présentiel de façon à optimiser le temps du présentiel. Parce qu'en fait j'aime bien cette phrase que j'avais entendue une fois un jour d'un DRH qui avait dit dans la formation le présentiel c'est de l'or en barre donc il faut l'optimiser. Donc voilà, j'ai envie de dire le présentiel c'est de l'or en barre et il faut effectivement arriver à bien savoir comment on l'exploite en plus en fait du distanciel. Et puis donc, la situation actuelle nous y force. Aurélia, peut-être avant que tu conclues, j'ai vu qu'il y avait des questions sur des financements, sur est-ce que le plan de relance prépare. Nous avions ensemble participé on l'avait appelé ça OF 4.0 et avant le confinement, sur la digitalisation et l'aide à la digitalisation des OF. Et il y a effectivement dans le cadre du plan de relance une relance qui a été faite de ce groupe et donc de propositions qui vont venir puisqu'il y a de l'argent qui est mis par l'État sur l'aide à la digitalisation des OF, à la fois dans le contenu, dans le matériel, etc. Donc plein de choses. Et effectivement, donc on reviendra peut-être un jour là-dessus et des suites qui vont être faites, mais ça va être assez rapide. Oui, pour justement répondre à cette question-là, c'était une grande attente et l'État a mis effectivement de l'argent sur la table. On attend maintenant un peu plus d'informations sur les circuits de financement. Est-ce que ça passera aussi par un abonnement aux pactes régionaux, vous savez, qui permettent déjà du financement de l'innovation pédagogique et de la création de communautés d'OF sur des territoires donnés? Ou est-ce que ça passera par d'autres appels d'offres ou appels à projets? Mais on vous tiendra de toute façon informés puisque nous suivons ce dossier avec beaucoup d'intérêt et effectivement, en priorité toujours pour nous, à accompagner à la réingénierie de l'information et à la formation des formateurs. Ça nous semble vraiment être deux piliers nécessaires pour aider à cette transition digitale. Voilà, écoutez, le temps passe.